Voilà, de retour pour la deuxième partie. Après une petite, on vous a concocté des petites listes spéciales Noël. Ouais, une petite liste de chansons spéciales Noël. D'ailleurs, ce soir, je vous le dis, on finira en chanson. Voilà, au moins c'est annoncé, c'est clair. Voilà, donc en plus, il y a pas mal de questions. Oui, mon cher, oui, mon cher Ozzy, un nouveau canapé, ce serait bien, ouais. C'est vrai que quand celui-là, il commence vraiment... voilà, s'il y a quelqu'un qui veut l'acheter aux enchères, on est... Pourquoi pas, comme ça on s'en paiera à nouveau, hein, parce qu'il commence à être... on n'est pas super à l'aise, j'avoue. Alors, il a un peu de style comme ça, mais c'est vrai que... Il commence, même le métateur, il est plus trop droit, tu vois. Il a du mal à trouver sa place. Non, c'est vrai. Un nouveau canapé, ce serait pas du luxe. Alors, on me dit quoi? Que pensez-vous des agents de renseignement français capturés à Alep Est? Si, je sais pas, il y a eu une déclaration, comme je vous l'ai dit, hein, du représentant syrien à New York qui a parlé de ses officiers. Donc l'info semble en tout cas se confirmer de plus en plus. Mais ce serait pas étonnant, c'était déjà arrivé, hein. Il y avait déjà eu des officiers français qui s'étaient fait prendre, c'était à Homs, il nous l'explique très bien, Thierry Messant, puis ça avait fait l'objet de négociations, la Syrie, la France, puis la Syrie. La France avait arrêté, hein, justement l'opération en Syrie à la suite de ça, et c'est Hollande et Fabius qui l'ont relancé par la suite, justement. Ouais, ça pourrait être très vrai. Il y a tout, en tout cas, pour penser que ce soit vrai. Euh, alors, question d'ordre technique. Qu'est-ce qu'il y a Oui. Oh là là. Est-ce que je mets du pento sur le bonnet? Non, mais les mecs, ils ont des questions. Alors, as-tu entendu parler de la publication de l'enquête de Mediapart sur les ratés de la politique sécuritaire de Christian Estrosi, où on apprend notamment que Mohamed Laouej Boulel, auteur de l'attentat de Nice, a fait un selfie avec Christian Estrosi. Ah ouais, d'accord, il y a même le lien. Non, je savais pas. Très- c'est particulièrement abusé, quoi. Ah ouais, d'accord. Ah ouais. Ah non, mais c'est... d'accord. D'accord. Ouais, c'est dramatiquement drôle, hein, si j'ai envie de dire. Ça pourrait sonner comme une blague, mais... non, non, c'est... écoutez, ouais, ça démontre bien la compétence totale, hein, surtout Estrosi. Il avait pas mal profité du buzz de l'attentat pour se faire mousser. Il continue encore, hein, avec sa... Alors lui, par contre, il a fait une crèche. Je sais pas si vous avez vu la crèche d'Estrosi. Ah, c'est la crèche estrosioniste, hein, je sais pas comment on l'appelle. Il y a une menorah. C'est sa crèche. Donc il est quand même très fort, Estrosi. Il nous fait des crèches avec des menorahs. D'accord. Bon, bah, c'est chacun son truc, hein, mais il faut qu'il se renseigne, hein, c'est pas la même, hein, mais bon. Là, vous voyez, c'est la limite de nos crèches, quoi. Alors, on me dit, qu'est-ce qu'il y a encore? Qui finance le parti de Macron? Ben, on n'en sait rien, puisqu'il n'a pas voulu donner la liste des donateurs. Donc, pour le moment, on ne sait pas. On ne sait pas qui finance, hein. On suppose, franchement, quand on va découvrir qu'il y a Patrick Drahi derrière, on comprend pourquoi BFM fait un reportage tous les jours sur Macron. Je vous dis, il a sa quotidienne, hein. Vous avez les nouvelles de Macron, hein. Macron fait ci, Macron à la plage, Macron mange, Macron fait des chips, Macron nous dit ceci. Voilà, il y a un Macron tous les jours. Donc on peut supposer qu'il y a des gens des médias voilà, très importants, probablement des propriétaires de médias qui doivent le pousser. Mais on n'a pas la liste définitive. D'ailleurs, c'est Benoît Hamon qui l'avait mis au défi de faire paraître la liste de ses donateurs, parce qu'il a dit qu'il avait un pactole en plus de plusieurs millions d'euros. C'est vrai que ça s'invente pas, quoi. J'arrive, ouais, voilà, j'ai mes millions d'euros, il est tranquille et tout. Pour un mec qui a créé un parti depuis 6 mois, puis même pas 6 mois, quand on sait que, voilà, tous les partis, comment ils galèrent, ouais, effectivement, on peut penser qu'il y a du monde derrière, hein, qui arrose. Alors, on me dit ces dernières semaines, les médias taïwanais parlent beaucoup de la crise politique entre Trump et la Chine, à conséquences commerciales depuis le coup de fil de la présidente Tsai Ing-wen et des divergences de stratégie et conflits d'opinion entre les deux principaux partis, Kuomintang et Kuomintang, qui ne savent plus sur quel pied danser. Quel est ton point de vue sur cette affaire? Bah, pas rentrer dans le fond du dossier que je connais pas, mais qu'on peut voir déjà, en tout cas de ce qui est de Trump et de en tout cas ce qui risque d'être
ses axes politiques, en tout cas en matière de politique étrangère, c'est que l'ennemi ne sera plus, entre guillemets, la Russie, mais la Chine. Si on comprend bien, c'est un peu ça qui est en train de se passer, c'est-à-dire qu'on bascule d'un ennemi qui était la Russie, la Russie du Poutine à toutes les sauces, je te veux du Poutine au matin, au petit déjeuner, voilà, du Poutine derrière chaque élection, du Poutine qui machin, à effectivement la Chine qui risque de devenir dans le viseur de l'administration américaine. On sait que, oui, l'affaire de ce rapprochement Taïwan, États-Unis n'est pas pour plaire, et puis les fameuses îles, ces îles Praslin, hein, les fameuses îles qui sont, vous savez, en mer de Chine, que tout le monde revendique, parce qu'il y a une zone où il y aurait du pétrole et du gaz, alors il y a les Philippines, l'Indonésie, le Vietnam, la Chine, tout le monde y va, le Brunei, etc. Chacun revendique en fait un bout, puis les Chinois ont construit des îles artificielles. Et vous connaissez le principe avec les fameuses zones économiques, etc. Alors pour faire reconnaître ça, enfin bon, et c'est tout c'est tout un gros bordel puisque les Américains les provoquent, envoient des bateaux puisqu'eux considèrent que c'est les eaux internationales et les Chinois considèrent que ce sont des eaux territoriales, etc. Et visiblement, c'est vrai qu'avec Trump, on a l'impression qu'il veut augmenter effectivement, cette tension avec la Chine. On a l'impression que le nouvel ennemi de cette administration va être de l'autre côté du Pacifique. Surtout qu'il a annoncé qu'il allait, on va voir, hein, mais annuler l'accord transpacifique. Le TAFTA, il a l'air de tomber à la poubelle, puisque j'ai même vu les Allemands, c'était Merkel qui a dit, avec l'arrivée de Trump, ça compromet évidemment le TAFTA, machin. Donc, on va voir hein, comment ça va se passer. Hein, donc, voilà. Alors, c'est drôle aussi, hein, concernant l'élection de Trump, tant qu'on y est, parce que chaque fois, quand même, il y a quand même des nouvelles. Cette élection, elle aura été une des plus incroyables, quand même, de l'histoire. Trump, vous savez, on nous avait annoncé, vous connaissez, avec le fameux principe, le système américain qui élit des grands électeurs, puis ce sont les grands électeurs qui vont voter après pour le président. Et il y a eu toute une campagne de déstabilisation pour appeler ces fameux grands électeurs à ne pas voter pour Trump, à essayer de les corrompre, et ainsi d'ailleurs de tromper le vote des gens. C'est pas très sympa quand même au passage. Et pourtant, c'est ce qu'ont appelé à faire un certain nombre de gens. En particulier les médias européens. On se demande de quoi. Déjà, à chaque fois, on se demande de quoi on se mêle. Nous, les médias français. Enfin, j'entends les médias français, ils sont constamment en train de se mêler. Oui, Trump, est-ce qu'il y a encore une chance? Peut-être que machin, etc. Ils ont tous titré là-dessus. Ils croyaient que les mecs allaient voter contre Trump. Et bien, finalement, vous avez le fameux de l'histoire. C'est que non seulement il a été élu, je crois qu'il y en a un ou deux qui se sont désistés, mais en fait, il y a eu aussi des désistements du côté d'Hillary. Ils n'en ont pas parlé. Et il y en a eu beaucoup plus. Donc, de grands électeurs qui se sont désistés, effectivement, du côté d'Hillary. Donc, c'est quand même assez incroyable, quoi. Vous voyez, à chaque fois, comme quand on avait raconté dans le Wisconsin et qu'on nous disait, ah bah oui, finalement, on a raconté, c'est Trump, il avait plus de voix, finalement, que ce que revendiquaient les autres. Alors, à se demander d'ailleurs s'il fallait pas tout recompter pour qu'on ait vraiment une vision globale. Mais bon, en tout cas, et ça n'est pas repris, hein, évidemment. Hein. Nos médias, ils reprennent que le début de l'information. Alors, quand c'était le recomptage, il y a le recomptage, il y a le machin, il y a le truc. Une fois qu'on a recompté, on a vu que Trump il avait plus de voix. Là, c'est blackout. On ne sait plus ce qui se passe. Non, Allô Houston, on ne sait pas. Voilà. Alors, on me dit, pourquoi ne pas intégrer l'analyse de Francis Cousin pour une compréhension globale et radicale du spectacle médiatique? Tu fais ce que tu veux, si tu veux intégrer pourquoi, je sais pas, je comprends pas, oui. Oui, bien sûr. Puis, on sait, Francis Cousin, on l'a accueilli ici, voilà. Et le spectacle médiatique, en plus, vous avez Guy Debord aussi, le papa de tout ça, un peu. Mais bon, voilà, ne pas intégrer, d'ailleurs, intégrer dans quoi? Je ne comprends pas trop la question, hein, parce que intégrer, oui. Alors, on me dit une émission sur BFM, Frontières pas assez surveillées. Ah non, j'ai pas vu. Oui, le titre est assez drôle, Frontières pas assez surveillées, un 12 euphémismes encore. Hein. C'est comme le camion fou, c'est des 12 euphémismes. Hein. C'est des frontières pas surveillées, hein, pour dire qu'il n'y a pas de frontières du tout, quoi. Puisque le mec, je vous dis, il commet un attentat, hein, il prend le TGV normal, après il arrive en France, bientôt on va nous dire « Ah ben il a pris une chambre d'hôtel, il est allé jouer au casino, non, tout se passe bien. Hein, c'est quand même, c'est super l'espace européen, l'espace, hein, on circule comme on veut, même les terroristes. Alors,
Sommes-nous condamnés à ne parler uniquement des partis politiques traditionnels ou alors peut-on parler des alternatives? Bah, on peut en parler, elles existent. Maintenant, c'est vrai qu'ils ne représentent pas un énorme poids sur la scène politique nationale. Puis il y en a très peu, hein. Je veux dire, il y a quoi? Allez, il y a le Solidarité Progrès, l'UPR, le POI, le Parti ouvrier indépendant, d'ailleurs, il y a une scission aussi, parce qu'il y a une partie qui demande la sortie de l'Union européenne. Tiens, c'est comme l'avancée culturelle de l'UPR qui a débordé sur le POI. D'ailleurs, c'est pas anodin, parce que il y a un membre du POI qui avait quitté le POI pour l'UPR, qui avait fait une vidéo en expliquant pourquoi, vidéo qui avait fait scandale dans le POI, et puis finalement on aperçoit que j'ai appris, je vous le dis, donc le POI, il y a des gens qui ont fait une scission pour évidemment adopter le positionnement de sortir de l'Union européenne parce que ça leur semble un préalable indispensable si on veut appliquer une politique dans ce pays. Quand on a compris ça, de toute façon, c'est là qu'on voit la véritable sincérité et la réalité d'un programme d'un candidat. Parce que quand tous ces gens viennent vous parler en vous disant on va faire ci, on va faire cela, oui, on va faire ceci, mais dans quel cadre? Alors Macron, quelque part, oui, tous ceux qui sont pro-Europe, il va pouvoir faire son cadre, parce qu'il a dit « je suis pour l'Europe ». Il ne propose rien de plus qu'en plus d'appliquer ce que demandent depuis longtemps les fameux GOPÉ, vous savez, les grandes orientations de politique européenne. Ça fait des années qu'on demande à la France qu'il va falloir qu'elle révolutionne son marché du travail, qu'elle flexibilise. En plus, il propose exactement ce que nous dit l'Union européenne, c'est-à-dire que vous allez vous inscrire au chômage, vous ne pourrez pas refuser les emplois. Vous savez, un peu système qui est en cours chez les Britanniques ou chez les Américains, un truc très coercitif où quand on vous propose un poste, vous ne pouvez pas refuser, etc. Vous êtes obligé d'accepter. Alors, j'adore la formulation macronienne qui dit un poste acceptable. Oui. Définissons ce qu'est l'acceptable. Mais en tout cas, Macron va appliquer à merveille les directives venues de Bruxelles, et il va faire avaler la pilule à tous ces oiseaux qui vont nous expliquer que c'est le candidat révolutionnaire. Hein? Alors, qu'est-ce que vous me dites encore? Le pétrole était à son sommet en 2014, 140 $ le baril et un quart, nanani, nanana. Aujourd'hui, il est à 54 $ à la pompe. Mon avis d'économiste, c'est le pétrole, il est soumis à tellement de variations, on en avait beaucoup parlé. On a vu que c'était un marché qui était volatile à cause de la spéculation et que les gens, en fait, même à cette période où le baril était très haut, c'était vraiment que de la spéculation sur le pétrole, parce que la preuve, il y en a à disposition. Même on découvre que tout le truc autour de, oui, le fameux peak oil, etc., qui est repoussé, puis finalement on découvre des nouveaux gisements, etc., etc. Donc le prix du pétrole, c'est quelque chose qui est en plus une arme de destruction massive, qui est dans la main souvent de la politique étrangère américaine et qui sert à, on va dire, affaiblir et mettre à l'amende tous les concurrents qui ne marcheraient pas au pas. Hein, c'est l'arme qui a été utilisée dans la fin des années 80 pour dégommer la Russie, l'URSS, hein, jadis, hein, l'ancienne URSS, l'Union soviétique, hein, justement en effondrant le prix du pétrole et ainsi privant la Russie de toute devise. Et on a vu où ça menait. On sait que c'est quelque chose qu'ils utilisent même pour... comment on appelle ça, pour contrer ce qui se passe avec certains pays comme le Venezuela, l'Iran, hein, vous voyez, les méchants, ceux qui rentrent pas dans le rang. Donc ce prix du pétrole est vraiment utilisé comme une arme systématique. C'est une arme avec un véritable flingue qui est pointé sur la tête des pays, alors aussi la tête des pays occidentaux, puisque depuis le choc de 73, le premier choc pétrolier, ils ont compris, les pays occidentaux, qu'ils étaient aussi à la botte et à la solde de ces pays producteurs de pétrole, qui pouvaient tout d'un coup, du jour au lendemain, couper des approvisionnements et ainsi effondrer toute l'économie. Donc ça, c'est très très intéressant de comprendre ce qui s'est passé aussi depuis cette époque-là et comment aussi le rapport de force s'est peut-être inversé sur un certain nombre de sujets, plus qu'on ne le croit. Alors, qu'est-ce que vous me dites? Ne penses-tu pas que l'Allemagne s'est calmée depuis la Deuxième Guerre mondiale, n'a pas insidieusement retrouvé son désir de revanche et de domination par l'économie et la politique? Alors, moi, je pense que l'Allemagne, elle connaît, oui, une transformation. On l'a vu, ceux qui ont
dépassés les 35 ans peuvent s'en souvenir, puisque l'Allemagne d'avant 1990, hein, avant la réunification, il faut comprendre que on est encore vraiment dans le concept très très prégnant de la Seconde Guerre mondiale, où l'Allemagne, c'est une puissance, voilà, pas de nationalisme, calmez-vous, et aussi une puissance très forte économiquement, mais c'est un territoire, il faut se rappeler, c'est la RFA, c'est que la moitié de l'Allemagne, quoi. C'est pas l'Allemagne d'aujourd'hui, encore moins l'Allemagne d'avant la Première Guerre mondiale. Donc c'est un petit bout de territoire. Et puis les Allemands, j'ai envie de dire, avant la réunification, ils cherchent plutôt à se faire oublier. C'est un nain politique, on les entend pas sur la scène internationale, sur la scène européenne, c'est pareil. C'est la France qui domine et les Allemands, hein, vous êtes, voilà, vous calmez. Mais à partir de la réunification allemande et la décade qui a suivi, et la montée fabuleuse et la puissance allemande voilà, qui a continué, et puis cette fois avec la réunification, l'Allemagne est devenue encore plus grande puissance économique, on voit l'Allemagne, cette fois, sur le devant de la scène, qui commence effectivement à diriger un peu le jeu économique, et de facto, évidemment, le jeu politique, à peser de plus en plus, à faire valoir ses vues, et au point qu'en Europe, c'est l'Allemagne qui décide. Hein, on a bien vu, je veux dire, ce qui était le plus flagrant, c'était quand il y avait Sarkozy avec Merkel, toutes les semaines, le gouvernement français faisait une annonce pour se contredire dans l'heure qui suit, une fois qu'on avait eu la déclaration du gouvernement allemand. Donc l'Allemagne, elle a repris clairement les rênes, d'une certaine façon, mais ils sont pas encore arrivés au stade encore, hein, ils ne brillent pas, évidemment, comme avant, j'ai envie de dire, la Première Guerre mondiale. C'est encore un géant, on se méfie, mais eux-mêmes, peut-être, ne prennent même pas assez conscience de leur puissance, parce que ça, en Allemagne, il y a tellement un tabou vis-à-vis de la Seconde Guerre mondiale. Quand vous abordez cette question-là, un peu dans tout le monde germanique d'ailleurs, il y a un grand tabou hein, qui se lève, parce qu'évidemment, Hitler n'est pas loin, et souvent vous avez beaucoup de chances de tomber face à quelqu'un qui veut dire, bah oui, ils ont tous de la famille, qui ont été dans l'armée, qui ont été machin, et forcément ils n'étaient pas du bon côté. Pour nous, occidentaux de l'Ouest. Hein. Mais les Allemands, qui sont en plus des gens charmants, voilà, donc ils ont été un peu, pour moi, castrés mentalement pendant tout ce qui a suivi l'après-Seconde Guerre mondiale. Pas de nationalisme, surtout ne vous exprimez pas là-dessus, hein, contrition éternelle, repentance et profil bas, hein, et pour tout le monde. Et donc, peut-être que là, maintenant, justement, en Allemagne, il y a une Allemagne qui se réveille, quoi. Hein, et de plus en plus de gens en Allemagne qui voient pas pourquoi ils vont supporter encore sur une génération et sur leur génération le poids d'une histoire qui maintenant hein, n'est plus leur histoire, qui était à peine celle de leur, enfin n'est plus leur histoire, ne sont plus les acteurs en tout cas. Hein, bien sûr que c'est leur histoire, mais ils ne sont plus les acteurs. C'était leurs parents, leurs grands-parents. Donc ils aimeraient bien un peu qu'on leur foute la paix, quoi. Et à la limite aussi se poser des questions sur l'Allemagne qui est toujours sous occupation, qui est toujours qui est toujours soumise à un certain nombre de règles issues de cette Seconde Guerre mondiale, qui a été amputée de son territoire, qui a quand même, les Allemands, un peuple qui ont énormément souffert. Hein. Voilà, c'est pas ce qui s'est passé. Voilà, je vous ramène à l'émission qu'on avait faite ici avec Anis Alfeda, justement, sur l'Allemagne. Belle histoire de l'Allemagne, et on comprend, c'est une histoire très douloureuse, extrêmement douloureuse. Il y a des passages très très douloureux dans cette histoire, en particulier le XXe siècle. Donc, les Allemands, ils reprennent une revanche, ouais, un peu inconsciemment, mais enfin consciemment aussi, hein, les connaissants, vous savez, les Allemands sont pas cons. Hein. Et ils savent très bien que, voilà, ils n'auront plus certainement de revanche militaire, on n'en est plus à... C'est plus là que vont s'exercer la domination, donc on va l'exercer ailleurs. Et oui, les Allemands, ils sont revenus sur le devant de la scène. L'Allemagne, oui, aujourd'hui, vous voyez... on n'est plus justement ce grand... c'est pas nous qui faisons la pluie et le beau temps, quoi. Les Allemands, faut discuter avec eux. On n'a pas le choix. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Qu'as-tu pensé du reportage de France 2 sur Poutine? Moi, j'en ai déjà parlé. Pour moi, il était évidemment très très complet, mais il était très à charge sur Poutine, parce qu'ils ont relevé...
oui, bon, un homme avide de pouvoir, sa période, le KGB, voilà, on lui prête toujours, en plus des attentions, en plus, bon, il y avait l'ancien oligarque qui vient l'accuser de détournement, d'avoir mis en place tout un système mafieux autour de l'État russe, d'avoir viré les oligarques pour mettre d'autres oligarques à la place. Donc ça, ouais, c'était très anti-Poutine, si j'ose dire. Bon, bah écoutez, ouais, je veux bien regarder, mais ils nous ont pas parlé, je trouve que ça manquait vraiment, mais c'est un peu comme, ils faisaient la même chose quand ils faisaient des documentaires sur Chavez, on vous parlait, ah bah les échecs, ça, mais on ne parlait pas non plus aussi des succès de sa politique. Et Poutine, j'ai l'impression que c'est pareil, on veut nous faire peser, voilà, il a mis des oligarques, ils ont détourné de l'argent des milliards, bien sûr, vous trouverez pas de preuves. Ouais, c'est emmerdant, quoi, ce sont oui, des témoignages, des gens, voilà, mais il n'y a pas de choses sur la table. Et surtout, bah oui, il a fait des bonnes choses, Poutine, puisque en fin de reportage, on nous avoue quand même qu'il a multiplié par 9 le PIB de la Russie, qu'il a descendu le taux de pauvres de 35 à 11%, ce qui est quand même pas mal, hein, voilà, que bah, il a 85% d'opinion favorable dans son pays, donc si c'était un mec horrible, horrible, comme on nous le décrit, que les Russes, ils en peuvent plus, que c'est... Pourquoi ils sont 85% de Russes? Alors ils sont tous mongoliens les Russes, hein, à un moment donné, c'est ce qu'il faut l'admettre alors dans ce cas. Il faut nous expliquer, les Russes, ils n'ont pas de cerveau, ils aiment un mec qui les martyrise et qui est très très mauvais pour leur pays. Vous voyez, ça n'a pas de sens. Donc s'il y a 85% comment dire, des Russes qui soutiennent Poutine, je pense qu'il faut quand même se poser la question pourquoi. Et il y a certainement des ressorts très positifs dans la politique de Poutine, et on le sait, il y a une politique de répartition, qu'il a augmenté les retraites, il s'est réoccupé beaucoup, il a remis en place l'armée. Et bah, les gens ont une opinion favorable de Poutine. Hein, pour avoir discuté avec de nombreux Russes, et même des opposants de Poutine, m'ont avoué que le pays se portait tellement mieux, en fait, entre Helsinki et Poutine, quoi. Et que même en tant qu'opposant de Poutine, ils sont bien obligés d'admettre qu'il avait fait quand même une gestion, en tout cas, plus rigoureuse et plus sérieuse que la décade précédente, qui a été, faut le comprendre, un traumatisme pour les Russes. Hein, la période des oligarques d'Helsinki, donc de ces gens qui, du jour au lendemain, ont infligé des changements absolument incroyable à cette société russe, qui donc, du jour au lendemain, s'est baissé. C'est comme si vous étiez tombé, vous voyez, donc, dans ce communisme, ce monde de fou, puis du jour au lendemain, hop, c'est terminé. Vous êtes dans le capitalisme. Mais vous n'avez pas le temps de vous habituer, et par contre, les capitalistes sont déjà là, et la Russie s'est complètement fait bouffer, hein, dans la décennie de 90 à 2000, c'était la déliquescence totale, évidemment, tout le système communiste qui s'est effondré, donc remplacé par une espèce de système mafieux, hein, voilà, c'est la mafia qui a pris les choses en main, une espèce de mafia politique et économique, et puis ça a duré une bonne dizaine d'années, jusqu'à justement cette arrivée de Poutine. Alors le reportage, lui, veut nous dire, oui, bah en gros, Poutine, une mafia, a chassé une autre. C'est ce qu'ils essaient de nous dire France 2. En disant que bon bah Poutine, oui, il a chassé la mafia en fait qui tenait le pays, mais pour réinstaller sa propre mafia qui lui soit plus favorable, quoi, je sais pas. C'est un peu ce qu'essaie de nous dire France 2. Le reportage, après, ils ont beaucoup d'argent parce qu'il est extrêmement bien fait, avec plein de scènes, de doublures, de machins, etc. Bon, il n'y a que des grandes chaînes de télé comme ça qui peuvent faire ce type de reportage. Hein. C'est pas nous, à notre niveau, malheureusement, qui pouvons nous battre comme ça. Alors, qu'est-ce que vous me dites? Pourriez-vous faire une émission sur les nouvelles technologies? Oui, ouais, voiture, électricité ou comprimé. Ouais, enfin, il faudrait connaître la personne. Alors, on me dit, as-tu vu le décortiquage du clip En Marche d'Emmanuel Macron? Il s'est avéré que les vidéos provenaient de l'immense majorité de banques d'images étrangères. Oui, j'avais vu ça. En clair, les écoliers montrés sont américains, etc. Oui, j'avais vu ce débunkage qu'il utilisait des banques de données, évidemment, américaines. Et, vous voyez, moi, ce que je trouve assez saisissant, c'est de penser que, vous voyez, qu'on peut montrer une population, voilà, aux États-Unis et faire croire que c'est la France. Donc, tout se ressemble maintenant, partout. C'est ça qu'il faut comprendre dans cette histoire, hein, au-delà du fait, oui, que ce qu'ils font tous d'ailleurs, qu'ils utilisent, hein, évidemment comment on appelle ça, des banques d'images, hein, pour faire des illustrations. Bon, c'est assez commun. Mais c'est drôle, oui, effectivement, de se dire que des images tournées aux États-Unis, elles collent parfaitement à cette réalité française. Moi, je trouve ça, c'est ça qui est plus inquiétant. Alors, El Parti Pirate.
Bah, le parti pirate, j'entends beaucoup tellement de choses négatives à leur propos, puisque beaucoup parlent d'infiltrés, de gens qui chercheraient comment dire, on va dire, à plutôt s'investir comme ça dans la politique, mais de façon mal intentionnée. Je ne peux pas porter un avis, je vois, voilà, j'observe, hein, mais c'est vrai que j'ai tendance à me méfier, moi, plutôt de ces genres de partis phénomènes. J'ai toujours la suspicion, voilà, en voyant ça, de me demander si c'est pas des fusibles qui sont à la fois amenés par un système pour éviter justement que tout saute, un peu comme Podemos en, comment dire, en Espagne. Bah, Podemos, tiens, d'ailleurs, ils ont supprimé la crèche de la porte d'Alcalá, voilà, que tous les Madrilènes fêtent depuis des siècles. Et donc, vous voyez, les crèches, même en Espagne, un grand pays soi-disant catholique, eh ben, les crèches sont bannies pour la première fois depuis que, justement, Podemos est à la mairie de Madrid. Donc, vous voyez, c'est pas forcément, voilà, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux, des fois, ce genre de parti, voilà, qu'on nous présente comme, oui, la révolution, le changement absolu. J'ai l'impression que si Podemos, si on commence à nous comparer Macron et Podemos, ça va être intéressant. Mais voilà, c'est le genre de parti qui propose comme ça une alternative, mais pour moi, ils vont pas au fond du sujet, encore une fois, parce que Podemos, avec tous les problèmes qu'a l'Espagne, ils ne proposent pas de sortir de l'Union européenne, ils ne proposent pas de sortir de l'euro, ils en sont encore à penser que voilà, ils peuvent s'en sortir tout seuls. Bon, l'Espagne, 25% de chômage, hein, une Catalogne, ouais, on ne sait pas trop, qui veut chercher à se séparer, etc., etc. Enfin, une situation vraiment pas terrible, quoi, hein, pour le gouvernement espagnol, en tout cas. Et pareil, bon, en Italie, vous avez vu, finalement, Matteo Renzi n'a pas démissionné. Beppe Grillo a dû reprendre par intérim plus ou moins la mairie de Rome parce que celle qui avait été élue a été prise dans un scandale, etc. Donc oui, mouvement 5 étoiles aussi, c'est mal parti, hein, pour des gens évidemment qui prônaient évidemment l'ultra anti-corruption, voilà, la transparence totale, l'inverse de tout ce qui a été fait en Italie. Du coup, ça la fout mal aussi pour eux. Donc vous voyez, tous ces nouveaux partis aussi, ils arrivent avec des bouts comment dire, à cloche-pied, si j'ose dire, quoi, hein. Ça se prend les pieds dans le tapis alors qu'ils viennent d'arriver. Et les choses sont pas claires. Un peu comme Syriza en Grèce, hein, vous avez Tsipras qui, la veille du référendum, disait de toute façon, il n'y a pas de plan B, on ne veut pas sortir de l'euro. Bon, voilà. Les choses au moins étaient claires, hein, pour ceux qui ont voté, que de toute façon, ça allait continuer dans le même système. Et d'ailleurs, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont continué dans le même système. Et Tsipras a dû se plier à toutes les injonctions de l'Union européenne et il a dû accepter le fameux plan de la Troïka. Donc il n'y a pas d'alternative, c'est vous restez dans l'Union européenne. Et évidemment, alors, ils mettent la pression, j'entends bien, attention, hein, parce que la Grèce, il y a une pression sur la Grèce, vous savez qu'ils ont fermé les banques. Hein, ça, c'est leur grand outil de pression, on avait parlé ici avec Pierre Jovanovic, justement, l'outil de pression absolu, vous voyez, hop, je coupe le robinet, je ferme les banques. Vous voyez bien que c'est quand même terrible comme pression. Pression qui a été mise donc à Chypre, en Grèce. À l'époque, il y avait un autre cas un peu similaire aussi qu'on a évoqué, c'est la Côte d'Ivoire, où ça s'était passé avec, de la même façon, Sarkozy avait appuyé auprès de la BCAO pour couper les robinets et fermer les banques de Côte d'Ivoire, afin de mettre la pression au pays. Je veux dire que c'est un moyen de pression ultra efficace. Donc, ces pays, vraiment, ils ont été voilà, soumis à une pression. Et je pense que si, peut-être demain, pour un pays comme la France, oui, ça pourrait, pourquoi pas se passer, ouais, pourquoi pas. Hein, pour un cas de pression, vous imaginez, vous allez... Ah non, il n'y a plus de distributeurs. C'est terminé, monsieur. Les banques sont fermées. Je peux vous dire, on va la sentir mal, parce qu'on se croit toujours un peu épargné. Vous voyez, ça, c'est le problème des fois. On croit que ouais, ça n'arrive qu'à Chypre et qu'aux Grecs. Ou à l'Argentine, au Mexique, mais pas des pays comme la France. Surtout que nous, on n'a pas connu ça, ça nous fera un sacré traumatisme, hein, ça c'est clair. Ah, alors justement, tiens, en parlant de monnaie et de francs CFA, j'ai vu une déclaration de Macky Sall qui est venu à Paris et qui a fait grand bruit dans la communauté africaine, puisqu'il a déclaré qu'il était pro-francs CFA. Alors, donc, on a un président africain
qui a fait la promotion de l'outil de domination qui s'exerce sur son pays. Bon, bah voilà, hein, c'est la boucle est bouclée. Voilà, la boucle est bouclée. Hein, quand justement je parle souvent de la responsabilité des élites politiques à aussi, je veux dire, c'est à eux de prendre les choses en main. C'est à eux au moins de dire les choses. Déjà, ils peuvent se mettre à plusieurs en plus pour le dire. Mais si personne ne le dit, s'il n'y a pas de volonté politique, bah vous avez Macky Sall, un bon représentant de la France-Afrique, qui vient à Paris expliquer que le franc CFA est une monnaie parfaite. Bon, bah écoutez, voilà, hein, la boucle est bouclée. Vous comprenez quoi, pourquoi le système du franc CFA, ça fait 60 ans qui se perpétue. Parce que politiquement, il y a très peu de volonté, évidemment, de dénoncer. Alors, Kémy Séba s'est emparé de ce sujet, c'est bien, je suis content, on avait parlé ici, il n'était pas très convaincu à l'époque, et puis il a dû vraiment beaucoup changer. En tout cas, maintenant, il est en pointe voilà, sur ce sujet pour faire passer cette idée du franc CFA, pour comprendre et que les Africains comprennent. Parce que j'ai l'impression que beaucoup d'Africains ne comprennent pas vraiment. Alors, les jeunes un peu plus, mais bon, moi, quand j'en parle avec des gens qui atteignent la cinquantaine, ils me paraissent assez largués sur la question du franc CFA, parce que c'est comme le même parallèle qu'avec vous savez, les gens âgés, quand vous parlez de l'Union européenne, ils vous disent « Ah non, on va pas sortir, c'est la guerre, oh là là, non, 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 machin », parce qu'ils ont le traumatisme de la guerre, et ben eux ont ce truc de « Ah là, on va sortir du franc CFA, ça va être le chaos économique, oh là là, non, 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 oh là là, on a de la stabilité monétaire, au moins, c'est peut-être pas le meilleur truc, mais il y a de la stabilité », ils ont très très peur. Alors, aussi, leur position se discute, hein, attention, je ne dis pas qu'ils sont complètement fous, faut en parler, hein, évidemment, savoir, oui, parce que si c'est pour aboulir le franc CFA, il faut faire quelque chose aussi derrière, il faut qu'il y ait un vrai projet derrière aussi, donc ça se discute. Mais il y a exactement le même parallèle, et les vieux, entre guillemets, les gens plus âgés, en tout cas, ont peur de ce changement, parce que voilà, ils voient ça d'un mauvais œil. Pour eux, ils voient ça comme une déstabilisation et un chaos. Voilà, ils ne voient pas du tout ça comme une avancée et quelque chose qui va leur porter bonheur, entre guillemets. Alors, on me dit, le peuple se conforte en France dans les achats de Noël, un peu comme les ricains au moment du Black Friday. Comment insuffler au peuple de France le boycott contre armes de frappe face au lobby de la consommation qui nous consume? Moi, je ne sais pas, mon cher. Hein, ça, alors là, les armes anti-consommation, tu sais, la consommation, voilà, il y a l'ultra-consommation et des dérives dans la consommation, mais après tout, on est content d'aller pouvoir au supermarché et trouver tout un tas de produits. Hein, et puis, hein, il y a des pays où il n'y a pas de supermarché, je peux le dire, c'est quand même comment dire, un sacré service, parfois. Alors, qu'est-ce que vous me dites encore pour la réévangélisation de la France prônée par Abosi, et que penses-tu de sa pensée? La réévangélisation de la France. Moi, j'en ai parlé de ça, j'en ai parlé déjà avec Adrien. Je lui ai dit que je faisais, et je le répète, parce qu'il saute sur la chaise même quand je dis ça, je n'ai pas confiance en fait à l'institution. C'est-à-dire, moi, le côté des institutionnels ecclésiastiques, voilà, catholiques, je n'y crois pas. Je n'y crois pas parce que je vois leur politique. Je vois la politique qui est menée par le Vatican, je vois les déclarations qui sont faites par les évêques, par les papes, et je vois très bien la ligne qu'ils défendent, c'est une transformation de l'Église mondialiste. Hein, d'ailleurs, le pape a dit même ça n'intéresse pas les conversions, etc. Donc pour moi, c'est mort. C'est pas chez ces gens-là qu'on pourra d'ailleurs même pas faire une réévangélisation, hein, puisqu'ils disent qu'il n'y aura pas de conversion. Donc il n'y aura pas de réévangélisation avec ces gens-là. En revanche, je ne suis pas du tout contre, moi, c'est comment dire, la réévangélisation des gens si elle est sur la base des valeurs catholiques qui, à mon sens, sont à la fois compatibles avec la France et même lui rapportera un plus, quoi, parce que la générosité, le partage, l'attention de l'autre, tout ça, c'est des choses qui sont plutôt des valeurs positives, je pense, dans une société. Donc, un retour en force de ces valeurs dans la société, moi, je n'y vois vraiment aucun inconvénient. Après, est-ce qu'il faut faire confiance aux institutions d'aujourd'hui? Non, certainement pas. Non. Alors, moi, je n'ai pas tellement confiance, quoi. Voilà, je trouve qu'ils sont trop corrompus. Ils sont dans un mondialisme, une espèce de mondialisme
à la sauce chrétienne et qui se voudrait en plus l'antithèse même de tous les principes même du christianisme. Non, je pense qu'on peut absolument pas leur faire confiance, pour ma part. Hein, voilà. Mais après, l'idée de réévangélisation, elle me déplaît pas, comme je vous le dis, dans la mesure où, à mon avis, si les gens s'emparent voilà, de certaines valeurs qu'on constitué, qui sont constitutives de la France, puisque la France, elle est née hein, dans cette alliance chrétienne, donc il n'y a pas de contradiction, à mon sens. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Au-delà des problèmes de la politique politicienne, il y a une vraie souffrance de certaines populations exclues pour diverses raisons du système économique globalisé. Là. Qu'est-ce qu'il me dit aussi? Accouchant souvent d'autres problèmes, ils auraient besoin d'infrastructures basées sur l'entraide. Il me semble que ce genre de dynamique serait indispensable afin de sortir du phénomène de la dissidence des idées pour entrer dans une action directement ancrée dans le réel. Comment pourrions-nous lancer une telle révolution sans nous heurter à l'indifférence? Ah bah ça, mon cher, c'est ce que tu dis est évidemment très intéressant. C'est-à-dire, comme tu parles de dissidence des idées, c'est-à-dire évidemment qu'on voit bien, voilà, il y a une dissidence dans le discours, voilà, une opposition, voilà, dans le discours, effectivement, qui s'exprime, et que il faudrait qu'elle prenne corps dans le réel par des actions, et donc que ce système se dévirtualise pour que ce réseau prenne véritablement forme dans le réel. Donc la démarche est super intéressante. Or, la grande difficulté, c'est toujours de pouvoir réunir. Parce que sur quoi on se réunit, c'est toujours pareil. Hein. Et oui, il faut quelque chose, il faut le dénominateur commun, il faut le liant, la colonne vertébrale. Et c'est là souvent qu'on n'est pas d'accord, parce que souvent, dans ce qu'on va essayer de lier, chacun va amener sa petite pierre, puis s'il y a trop de différences, ça n'arrive pas à accrocher. Alors qu'en vérité, pour pouvoir s'entendre, il faut avoir des grands dénominateurs communs, quoi. Ça, mais après, comment les apporter, ça, j'ai pas la solution. Les faire passer auprès du public sous la forme peut-être d'une organisation, peut-être. Tu sais, le public d'aujourd'hui, je pense, je vais faire une grosse critique, mais c'est la réalité, c'est un public de consommateurs. C'est-à-dire que beaucoup de gens, beaucoup, hein, c'est un reproche, vous prenez comme vous voulez, ils ne seront pas contents, mais c'est du consommateur. C'est je suis assis sur mon canapé, je bouge pas, hein, je mets des clics, j'aime pas, ouais, non, mais là, la vidéo, machin. Mais la personne, elle est assise sur son canapé. Et quand vous lui demandez réellement concrètement, qu'est-ce que tu fais? Ah bah non, mais moi, non, je commente, on peut rien faire et tout. Voilà. C'est ça, comme ça que beaucoup de gens, en tout cas, se complaisent. Donc pour sortir de ça, ça veut dire que même dans ton optique de projet, de vouloir rassembler, de vouloir mettre en place un réseau, et ce qui est en plus honorable, intelligent et presque évident, c'est très bien de vouloir faire ça. Mais ça veut dire que tu vas aussi devoir travailler sur le fait d'amener tout sur un plateau, de la même façon que celui qui voudra son entraide, il est assis sur son canapé, il faudra presque, hop, je clique, hop, et ça y est, et l'aide va se faire. C'est un peu ça, je caricature évidemment volontairement, mais on n'est pas loin, on n'est pas loin de ça. Et donc ça veut dire qu'il y a encore du boulot pour sortir. C'est pour ça que pour moi, le dénominateur commun, comme je l'expliquerai, je le matraquerai, je le répéterai, mais ça restera la communauté nationale française. Voilà, parce que je ne vois pas qu'est-ce qu'il pourrait y avoir de plus dénominateur commun qu'une communauté nationale. Au-delà, on n'est que dans des différences, on n'est que dans des fractures, et en plus dans des choses des fois irréconciliables ou contradictoires ou en concurrence. Donc à chaque fois qu'on va se définir, alors je vais définir par le taux de mélanine, hein, alors après on va me sortir, ah oui mais lui il n'a pas le bon taux de mélanine, et lui le machin, alors on va se définir par quoi? Ah oui, par la religion, ah oui mais lui il n'est pas de la bonne religion, et le machin, etc. Et puis l'autre, non, donc il n'y a qu'une seule communauté, c'est la communauté nationale, je ne vois pas où est-ce qu'on peut placer le dénominateur le plus haut. Et là, ça dérange quand même des gens, parce qu'il y a des gens, ah oui, maintenant, le dénominateur national, moi, ça me dérange parce que moi, je veux mettre ça et ça et ça. Donc, à un moment donné, effectivement, ce dénominateur national, va falloir bien le définir pour ce qu'il est, et qu'est-ce qu'on y met dedans. Pour ma part, ça me paraît très clair. Mais il semble que c'est encore un débat en France, parce que je vois qu'il y a encore des grands débats, mais c'est pas du tout, c'est que le début, hein.
ce sont des grands débats sur l'identité. Et il y en a, je vous dis, à regarder ce qui se passe dans les médias, il n'y a que ça. C'est-à-dire que on remet en cause le fondement de l'identité française pour expliquer que les gens n'ont pas à adopter ou à s'assimiler à ce fondement, mais au contraire, que c'est la France qui doit l'intégrer. Donc là, il y a eu un basculement total, vous imaginez, hein, de les premières logiques antiracistes des années 80 qui parlaient d'intégration, hein, ça pleurnichait parce qu'on n'est pas assez intégré, machin, etc. À aujourd'hui, attention, j'arrive comme je suis et vous devez vous plier. Et de toute façon, les gens qui soutiennent ce discours-là ont toute l'arrogance et le réalisme de vous dire que de toute façon, la démographie joue pour eux. Donc, vous plierez par le nombre. Voilà, ça c'est complètement nouveau dans le discours, mais c'est vraiment l'antiracisme 2.0 soutenu voilà, par toutes les figures que vous voyez, des Ouria Boutedja, des Rokhaya Diallo, des Saïd Bouamama, etc. Tous ces gens-là supportent hein, la même idéologie, et donc qui est de dire, on n'en est même plus au stade, vous voyez, donc de la repentance, du machin qu'on demandait, on dit aux gens maintenant, vous allez vous soumettre à mes volontés et de toute façon, vous vous soumettrez parce que je serai le plus nombreux. C'est moi qui serai le plus nombreux et le nombre va jouer pour moi. Donc si vous vous soumettez pas maintenant, c'était qu'une question de temps. Voilà, en gros, c'est ça qui est expliqué. Et c'est ce discours-là qui est répandu dans tous les médias, voilà, avec des gens qui essayent évidemment de s'y contrer, ils sont pas beaucoup. Moi, ça aussi, hein, regarde, il faut ouvrir, ouvrons les débats aussi, arrêtons aussi de classifier à chaque fois les gens et de leur coller une étiquette sur le dos dès qu'on vient parler, puisqu'en France, vous savez, dès que vous parlez d'un sujet, vous avez des étiquettes qui vous collent, et puis vous pouvez plus vous en séparer, parce que voilà, c'est comme ça, on vous a catalogué. Donc quand on sera un peu sorti de ça, peut-être qu'on va, on va avancer un peu dans les débats. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous me dites? Vas-tu aller à l'émission Vive l'Europe? J'ai déjà répondu oui. Et je ne sais pas, la date n'est pas encore déterminée. Mais je pense que oui, ce sera une émission. Et j'anticipe d'ailleurs qu'elle sera même probablement meilleure que l'émission que j'ai faite ici avec Daniel, où je pense que on va élever le débat, justement. Hein, on va pas, hein, on va élever le débat par rapport à ce qui avait été dit dans cette émission-là. Ce sera d'autant plus percutant, je pense, dans le propos. Après, qu'est-ce qu'on me dit encore? As-tu vu une émission sur le Salvador où l'extrémisme catholique les a amenés à mettre en prison pour 20 ou 40 ans des femmes qui ont avorté? Parfois, sans le faire exprès. Non, j'ai pas vu. Mais c'est possible, hein, bien sûr. Bah oui. Hein, les travers, ils sont un peu partout, des fois. Alors, on me dit... as-tu prévu d'inviter... Ah non, ça arrêtait avec les questions comme ça. Hein. Voilà. On me dit, aimerais-tu un débat avec Rokhaya Diallo? Alors là, avec grand plaisir. J'aimerais bien un débat avec Rokhaya Diallo, parce qu'on n'est tellement pas sur la même ligne. Je pense que oui, ça fera des étincelles. Elle trouverait le moyen de me traiter de raciste. Mais bon, genre, c'est ça qui serait extraordinaire. Je me ferais traiter de raciste par une noire. Alors, je sais pas, dans un tribunal, je vous jure qu'elle me traite de raciste, je l'attaquerai en procès pour racisme. Non, mais, attendez, je vais me faire traiter de raciste, c'est quand même, ce serait extraordinaire. Mais bon, priez pour que ça n'arrive pas. Sinon, oui, je voulais justement, tiens, avant la pause, je voulais parler aussi de une petite mise au point encore, parce que on parlait de Rushdie, Rushdie, je me rappelle, il a fait une vidéo pour expliquer la vidéo de la vidéo de la vidéo, et c'est toujours comme ça, il disait, en France, quand tu fais une vidéo de 5 minutes, il faut refaire une vidéo pour expliquer la vidéo. Et là, la vidéo, juste pour ceux qui essayent, enfin, il y en a qui essayent, puis il y en a qui comprennent pas. Vous voyez, quand j'ai fait un débunkage sur le clip de Kerry James, alors, je tiens à dire, c'est pas une attaque contre Kerry James, c'est une analyse, un décryptage de son clip et de l'idéologie qui est développée dans la vidéo. Vous voyez, c'est ça le débat. Après, parce que les gens qui m'envoient le clip de « Y a pas de couleur », non mais
c'est gentil, je connais la carrière de Kerry James, je respecte la carrière de Kerry James, hein, doucement, je connais depuis longtemps Kerry James, mais c'est pas en m'envoyant ces anciens morceaux, non, je parle de ce morceau-là, voilà, et c'est sur ce morceau-là, après oui, vous savez, moi aussi j'ai fait 40 milliards de morceaux, aujourd'hui je pense plus tout à fait la même chose de certaines chansons que j'ai faites, vous voyez, donc tout le monde aussi peut changer, mais quand je parle de ce morceau-là, je parle de ce morceau-là, je ne parle pas des 10 albums de Kerry James et de toutes ses apparitions, etc. D'accord? Donc voilà, et d'ailleurs Kerry James, je vais même vous dire, il est le bienvenu ici. Si un jour il voit ces images, bah, il peut savoir que la porte lui est ouverte. Au contraire, ce sera d'autant plus intéressant. Voilà, petite mise au point. Bon, bah en attendant, ouais, on va faire la pause bientôt. Et puis, alors attention, je vous le dis, on va... Non, il reste quoi? Oui, parce qu'on finit en chanson, alors... Ah oui, c'est vrai. Ouais, alors, on peut continuer un peu jusqu'à... ouais, allez, on va continuer un petit peu. Et puis, comme ça, la dernière partie, ce sera les chansons. Hein, comme ça, ce sera beaucoup plus simple. Alors, qu'est-ce que vous me dites? Croyez-vous au raz-de-marée du FN aux prochaines élections voilà, qui prévoit certains, ou pensez-vous que ce sera comme en 2002, sans une surprise majeure? La France n'était pas encore réveillée. Dur à croire, je pense elle fera un meilleur score que son père en 2002, ça me paraît quand même difficilement l'inverse, parce que, bon, il y a quand même voilà, un vrai engouement, évidemment, sur la candidature de Marine Le Pen, en tout cas, l'idée que le Front National soit la force politique d'opposition à l'heure actuelle qui n'a pas un discours justement comme les autres, c'est-à-dire qu'il s'oppose quand même à l'Union européenne, il parle de la dictature financière, de ce qui se passe au niveau des banques, de toutes nos pertes de souveraineté, ils sont contre l'invasion migratoire, etc. Donc ils cumulent quand même sur les sujets où les autres ont tous un positionnement inverse. Hein. Et là, pour le coup, qu'il soit droite, gauche, voilà. Hein, alors, il y a, je vous dis, Mélenchon, là, qui est une espèce de bulle. Je vous dis, il passe le pas de l'Union européenne, et là, c'est bon, il va aller ramasser, justement, des voix du Front National. Des gens qui auraient voté Front National. Donc, rien n'est joué encore. Donc, c'est pour ça, le raz-de-marée, encore, j'y crois pas. Hein. Vous savez, après tout, Marine Le Pen, elle peut être éliminée au premier tour. Hein. On n'en sait rien du tout. On n'en sait rien. Marine Le Pen, elle peut être parfaitement éliminée au premier tour. Il n'y a rien qui nous dit, voilà. Après, on va voir. On est vraiment qu'au début, imaginez, on est le 23 décembre. On ne peut pas non plus faire des grands paris. Tous les candidats, on ne sait même pas qui c'est. Voilà, ça bouge, comme je vous dis, beaucoup. On est encore qu'au début. On est encore qu'au début. On en saura un petit peu plus là dans les mois à venir. En tout cas, ça paraît évident qu'elle va faire, oui, un score, je pense, historique. En tout cas, du point de vue du FN. Ce sera un peu normal. Alors, ouais, Kerry James avec Youssoupha et sa machette. Ouais, avec les coupes-coupes, on va essayer de pas leur dire de leur dire de les laisser à la maison. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous me dites encore? Vu le traité de racisme, c'est une epsie car il est métissam. Je ne sais pas ce que ça veut dire métissam. En tout cas, non, mais personne n'a traité de racisme et de communautarisme. Mais la subtilité, hein, vous avez du mal à la capter des fois. Mais c'est pas grave. On vous pardonne. C'est le jour de Noël, c'est comme Kippour. On n'a pas les cadeaux, mais c'est pareil. Alors, on me dit quoi encore? Alors, si Asselineau a les 500 signatures, que Marine reste à gauche, le vieux peut-il faire une tromperie? Ben, s'il a les 500 signatures et qu'il arrive à convaincre suffisamment de gens pour aller voter pour lui, voilà, c'est quand même un sacré défi. Hein. Vous rendez compte que là, les médias jouent un rôle essentiel dans l'élection. On comprend bien que les médias qui ont presque choisi leur candidat, ils poussent des grosses têtes. C'est-à-dire que s'il arrive à avoir les 500 signatures, il aura très très peu de temps, très peu d'apparitions pour pouvoir convaincre et apparaître comme une alternative crédible. Il y aura du boulot. Il y aura du boulot. Mais non, moi, j'ai beaucoup de mal à y croire qu'on arrive à remonter un énorme défi. Parce que Trump, il est déjà connu, hein, quand même. C'était pas un inconnu du grand public. Asselineau, il part avec un handicap, c'est qu'il n'est pas connu du grand public.
connu d'une partie du public, voilà, commence à être connu de beaucoup de gens, mais il n'est pas encore, on ne peut pas le dire qu'il soit connu vraiment du grand public. Hein, les gens, vous savez, ils vous connaissent dans le grand public quand vous commencez à avoir vos chaussons chez iTélé ou à BFM, voilà, là on va vous allez commencer à à être connu du grand public. Non, sinon on l'a vu sporadiquement, voilà, pendant les législatives, etc. Bon, mais on n'a pas vu vraiment, voilà, un Asselineau, voilà, à qui on a ouvert la porte des grands médias aussi, bien que je dise ça, mais bon, il est allé à France 2, à iTélé, à France 24, etc. Donc il y a quand même des médias, il y a quand même pas mal de médias qui lui ont ouvert la porte. Mais ils ne lui feront pas un pont à la Macron, hein, faut pas rêver. Ou alors il faut qu'il aille accepter les millions peut-être de Patrick Drahi, enfin je sais pas, mais on lui fera pas un pont comme ça. Donc le déficit de notoriété, il va être quand même assez compliqué à combler, quoi, hein, tout simplement. Voilà, tu vois, ça va être comment dire, ça va être un sacré challenge, quoi. C'est clair et net. Alors, on me dit, ouais, as-tu des nouvelles de Messan? Ben, j'en ai pas pour le moment, mais j'espère bien qu'on fera une émission à la rentrée avec lui. Voilà, si on arrive à pouvoir faire une émission, en tout cas, on lui passe le bonjour. La ligne politique de Mélenchon sur l'immigration, ben, il a un peu évolué. Bon, c'est pas folichon, mais il a quand même évolué. Il a plus des positions aussi tranchées qu'ils en ont, hein, la folie au NPA, au LCR, où là, il vous parle de l'ouverture totale des frontières. Non, mais attendez, ces frontières, elles sont déjà, c'est déjà des passoires, c'est des frontières de plumes. Hein. Le mec, il peut quand même faire un attentat, se balader dans toute l'Europe et atterrir en Italie, alors qu'il a fait un attentat en Allemagne, et voilà, il passe par la France, peut-être qu'on va apprendre, il est passé par la Belgique, ou je sais pas quoi, enfin... Et on nous parle d'ouvrir les frontières. Donc non, là, pour moi, l'extrême gauche, elle se plante complètement. L'ouverture des frontières, ça permettrait déjà un grand dumping social, ce qui est déjà le cas aujourd'hui. Mais de façon généralisée, on va faire venir donc le monde entier pour travailler ici, mais il n'y aura pas plus de boulot, hein, c'est déjà le chômage. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Ben, on va vous expliquer, mais c'est ce qu'on vous explique. Il faut baisser les salaires. Il faut baisser les salaires. Hein, d'ailleurs, sur les 1 500 000 migrants, en Allemagne, ils ont embauché 34 000. Et pourquoi les autres ne sont pas embauchés? Bah, parce qu'ils n'ont pas de formation, ils ne parlent pas l'allemand, ils n'ont pas... Mais... Voilà. Donc, la politique d'immigration, elle est complètement folle. D'ouvrir sans cesse les vannes d'une immigration qui ne... Déjà, donc, il n'y a pas de boulot. Donc, tous ces gens, ils vont bien devoir vivre. Et donc, ça veut dire quoi? Qu'il va falloir que la collectivité les entretienne, hein, donc les loger, les nourrir, etc. Peut-être leur donner une éducation. Ces gens-là, après, donc ils vont en plus avoir certainement des enfants. Donc tout ça va engendrer encore plus de frais et plus de frais pour la collectivité, pour des gens donc, qui sont pris en charge, hein, par le reste de la communauté. Et ça ne va pas... Ça ne va pas, comment dire, leur donner du plus de boulot. Qu'est-ce que ça va provoquer? On le sait, parce que ça, c'est la partie, vous voyez, la partie économique, évidemment. Il y en a qui vont dire, oh, mais on en a besoin, l'Allemagne est déclinante, elle a besoin d'immigrer. Oui, elle a besoin d'immigrer, peut-être déclinante, mais elle a peut-être aussi d'autres solutions à trouver, peut-être de l'automatisation, peut-être de la robotisation, peut-être, je sais pas, il y a tellement de choses. Alors, c'est vrai qu'ils ont du mal à trouver, et surtout, disons-le, dans les métiers les moins qualifiés, hein, parce que c'est ça, hein, l'immigration allemande. Hein. Il faut hein, la bonté comment dire, du patronat allemand, hein, quand vous entendez les grands patrons allemands qui vous disent c'est très bien, cette force migratoire, nanani, bah oui, pour faire des one-euro jobs, pour tous les jobs de merde, hein, chauffeur routier ou laver les machins dont on a besoin. Mais je peux vous garantir que les ingénieurs de chez Mercedes, ils viendront pas d'Afghanistan. Hein. Je suis désolé, c'est pas de la, voilà, hein, c'est pas du racisme envers les Afghans. Hein. Non, mais c'est pour vous dire qu'il faut quand même un peu être sérieux à un moment donné, hein, sur les politiques qu'on est en train de mener. Et particulièrement la politique d'Allemagne qui est complètement suicidaire, hein, suicidaire pour l'Allemagne. Donc voilà, bah, ça va continuer. Donc moi, je pense que la position d'extrême gauche, elle est complètement intenable. Donc cette ouverture des frontières généralisées, qui est demandée finalement par Rockefeller. Hein. Ce sont les vrais idiots utiles, hein, qui rendent service au grand capitalisme mondial, puisque ils demandent la même chose. Eux, ils ont besoin de cette ouverture
pour leurs entreprises, pour la mondialisation, pour les multinationales, et eux le demandent pour les travailleurs, qui va faire le dumping social, qui va anéantir les États, et de plus en plus donner ce pouvoir aux entreprises, puisqu'il n'y a plus d'État de toute façon, hein, il n'y a plus de nation, il n'y a plus d'État. Ça, c'est une continuité. Et l'extrême gauche, eh ben, dans son projet fou de suppression des frontières, bah, ils sont l'allié objectif d'un Rockefeller, du grand capitalisme mondial qui cherche lui aussi à s'imposer dans tous les pays en faisant sauter les frontières et les réglementations et les États, etc. Donc voilà, de grands alliés. Alors, on me dit, ne penses-tu pas, je devine la réponse, que la faille de la gauche est d'avoir sa parole verrouillée par rapport à l'immigration. J'ai failli adhérer à un nouveau type de front de gauche, mais j'avais été rebuté par rapport à leur politiquement correct là-dessus. Bah, sur cette question, effectivement, tu me dis bien, voilà, un blocage intellectuel, je crois que ça symbolise bien la chose, il y a un déni absolu, on refuse d'en parler parce qu'il n'y a qu'une position qui est l'immigré est gentil, l'immigration c'est bien. Voilà. Et c'est une richesse pour la France, accessoirement. Voilà. Et ça, ce triptyque-là, c'est un dogme. Il forme à lui tout seul un dogme sur l'immigration qui empêche d'avoir tout débat sérieux. Parce que dès que vous avez une position qui est contraire à l'un de ces trois préceptes, vous êtes un raciste. Pardon. Vous êtes un raciste, vous êtes la personne la plus horrible de la planète, vous êtes quelqu'un à battre, etc., etc. Donc, quand voilà, tous les mouvements de gauche, ils vous expliquent, ils essayent d'aborder cette question de l'immigration, c'est toujours à l'aune de c'est génial, voilà, l'immigration c'est positif, c'est une chance, les immigrés sont tous gentils, mais si vous parlez d'une partie qui veut dire oui mais là ça va pas, ah oui mais c'est pas d'amalgame, attention mais faut pas ceci, faut pas généraliser, on connaît tout ce discours, c'est toujours le même. La projection est impossible quand vous dit Angela Merkel elle vous dit il n'y a pas de limite à l'accueil des réfugiés. De quoi vous faire très peur d'ailleurs. Il n'y a pas de limite. Donc et c'est un peu le discours tenu aussi par des gens de gauche. Il n'y a pas de limite. Voilà. Donc qui parle du truc sans limite, quoi, voilà, sans limite, on va recueillir, quoi, 10 millions, 20 millions, 30 millions, mais c'est un projet fou, quand même, à un moment donné. Oui, les gens de gauche devraient quand même se poser la question, la projection, qu'est-ce que va devenir le pays? C'est quoi l'objectif de tout ça? Quel est le but de toute cette immigration? Immigration imposée, d'ailleurs, aux Européens, mais imposée nulle part ailleurs sur la planète. Alors, il y en a qui vont me dire, oui, mais les États-Unis, ça y est, machin. Oui, bon, d'accord, vous allez me parler de l'immigration d'il y a... il y a 300, 400 ans, ouais, d'accord, ouais, mais ça avait déjà commencé, c'est mort. Donc l'immigration d'aujourd'hui, je suis désolé, voilà, c'est aux pays européens qu'elle est imposée, il y a une pression migratoire et qui, in fine, va tellement déstructurer eh ben, ce qui est la colonne vertébrale de ces pays d'un point de vue culturel, anthropologique et même religieux. Eh ben, c'est pour ça qu'il ne faut pas s'attendre à des réactions voilà, de défense normales quand les gens se sentent en danger et attaqués. Alors, qu'est-ce que vous me dites? Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu d'émissions un peu ésotériques, sciences occultes, archéologie interdite. Ça manque, qu'en penses-tu personnellement? Ça dépend. Bah si, ça manque, mais ça dépend. Moi, je refuse pas d'aborder ces thèmes-là. Au contraire, et puis de toute façon, il y en a qui sont prévus, puisqu'on va recevoir Demian bientôt, qui va nous parler de son film, là, hein, la suite de quand il était venu, justement, son film en Roumanie. Voilà, il faut que ce soit de ce niveau-là, quoi, parce que faire passer des uluberlus comme certains dans la première saison, on rigole bien un soir, mais voilà, c'est pas très sérieux non plus d'un point de vue plutôt ce qu'on essaye de ramener. Donc, c'est pas que le sujet n'est pas intéressant, mais c'est qu'il faut trouver les perles. Hein. Inutile de faire passer encore des gens qui vont vous vendre votre sauce ou qui vous vendent, qui font qui se prennent après pour des pseudo-écrivains, qui font des bouquins, des machins. Non, c'est bien, on a bien rigolé, mais les gens qui méritent de passer en fait sur ces sujets-là, des gens
un peu plus sérieux. Mais il y en a, hein. Voilà, voilà, quelqu'un, même Rockseeker, moi, il n'y a pas de souci, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Voilà, je sais qu'il est vachement décrié par certains. On me dit, il est illuminé, attends, complètement taré. Mais voilà, quelqu'un que j'apprécie beaucoup, même il me connaît, il sait très bien. Bon, on n'est pas tout à fait d'accord sur toutes les thèses, mais non, moi, voilà, j'ai plus grande amitié pour lui, ça n'empêche pas. Et je pense qu'il ramène des choses très très intéressantes aussi, hein, même si je suis pas d'accord avec tout hein, ce qu'il ramène, mais il y a des choses très intéressantes. Et bah là, pareil, voilà, quand on parle d'ésotérique, tout ça, c'est pareil, c'est intéressant, mais, mais pour ramener des gens intéressants. Parce que les gens creux, hein, qui vous expliquent hein, les trucs, bon, des fois, comme je vous dis, on a bien rigolé, mais voilà, on peut pas rigoler tout le temps trop non plus. C'est bien de rigoler au début, on pouvait se le permettre. On peut de moins en moins se le permettre. Parle pour nous, bien sûr. Alors, euh, on me dit, connais-tu les arguments des élites pour dire que l'immigration rapporte au pays? Pas du tout. Je ne sais pas du tout c'est quoi leur argument. Parce qu'on nous sort à chaque fois des chiffres. Je sais pas. Alors, il y a Michel Tribala, une chercheuse qui, évidemment, critique ces chiffres. Alors, évidemment, on vous la met toujours avec des... Ah, attention, Michel Tribala, parce qu'elle est citée par le FN. Bah oui, mais bon, elle est citée par le FN, elle n'y peut rien. En tout cas, c'est une chercheuse qui, elle, justement, démonte un peu toutes les études dans ce sens-là, en disant que c'est tout l'inverse et que l'immigration coûte extrêmement cher. Voilà. Alors, c'est comme la colonisation, hein. On s'en apercevra dans 100 ans, quand ils referont les chiffres. Et encore, on n'est même pas d'accord des fois, donc c'est pour vous dire. Alors, qu'est-ce que vous dites encore? C'est incroyable, Coca-Cola dans une pub des années 60 a fait un Père Noël rouge. Comme des cons, tout le monde a repris un icône. Alors, il paraît que c'est un gros fake, cette affaire, hein. On est allé regarder l'autre fois, alors... c'est un gros fake. Apparemment, le Père Noël rouge existait déjà, etc., machin, avant Coca-Cola. Alors, je sais pas. Vous savez, ça, c'est un peu, vous voyez, ce genre de truc, c'est les légendes d'Internet. On ne sait pas. Il y a des trucs comme ça, c'est des espèces de légendes d'Internet qui ont été gravées dans le marbre. Et pourtant, quand on va vérifier, on voit qu'il n'y a rien d'établi du tout, quoi. Alors, cette histoire de Coca-Cola et du Père Noël, il n'y a rien d'établi, hein. Alors, on me dit après coup, qu'as-tu pensé de ton dialogue avec Grimaud? Bah, c'est ce que j'ai toujours expliqué, je vais pas refaire le débrief, j'avais déjà fait un débrief sur cette émission, donc, mon cher, vous n'êtes pas à la page, hein, un peu en retard, parce que j'en ai déjà beaucoup parlé donc dans la suite de l'émission, et que justement, pour résumer, j'étais très déçu qu'on soit pas allé assez loin, et qu'à chaque fois que je posais une question, Jacques, il me renvoyait à son prochain film. Donc, ce qui fait que, bon, ben, toute l'émission n'a pas pu avoir de réponse assez intéressante. Et en particulier, quand il faisait certaines assertions où il balançait un truc, il disait « Attends, non, tu m'expliques ça ah non, mais ça, je peux pas expliquer. » Donc, en fait, on a été très frustrés, voilà, de cette émission. Mais je l'avais déjà expliqué il y a longtemps. Alors, on me dit « Qui vois-tu sortir des primaires de gauche ?» Pour le moment, je vous dis, c'est ouvert, hein. J'oserais pas donner un faux pronostic. Ouah. Ils vont, je sais pas, j'ai l'impression que ça va jouer avec Montebourg et je sais pas qui. Ouais. Mais Montebourg paraît assez bien placé. Valls, je sais pas, moi qui nous promette la lune demain, ou je sais pas, le procès de Sarkozy, je sais pas. Je sais pas ce qu'il pourrait faire pour se racheter auprès des Français. Ça va être beaucoup plus difficile. Donc, le résultat est très ouvert. Mais de toute façon, cette élection est très, 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 très ouverte. Je pense que ouais, c'est une élection qui va être certainement la plus ouverte qu'on ait connue sous la 5e. Ah, bah voilà, tu vois, ils sont d'accord avec moi. Ça, c'est un signe du destin, ça, les petits trolls qui est parti au ski sur la crèche. Alors, qu'est-ce que vous me dites encore? Allez, une bonne bière de Noël. Ouais, les bières de Noël, ouais, c'est pas encore. Ouais, un peu de vin de Noël, hein, un peu de vin chaud, là. Ça fait du bien. Alors, qu'est-ce que vous me dites encore? Oui, c'est la reptile attitude. Bon, ça y est, il commence à être fatigué. Bon, bah c'est bien, et en plus, c'est parfait. Attends, il est 23h15, on va faire la pause, et après, on revient en chanson, et tout ira bien dans le meilleur des mondes pour cette petite soirée de Noël avec vous sur Meta.tv. Voilà, la régie, elle est prête, à vous la régie.